au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette reprise post-Covid, Esprit Montagne prend la Bastille. La Bastille, c'est la petite montagne de Grenoble, un point de départ pour de nombreuses escapades. On peut y venir en vélo électrique, à pied et surtout par les bulles qui sont l'emblème de cette ville de Grenoble. Durant cette émission, nous recevrons 3 invités. Chantal Carrioz, vice-présidente du conseil départemental en charge du tourisme, de la montagne et des stations. Julien Rebuffet, directeur du syndicat des moniteurs cyclistes français. Et Emmanuel Bunoz, journaliste à Ski Chrono. Nous vous réservons également une petite surprise avec des nouvelles d'Emilien Jacquelin qui nous parlera de sa préparation. Je rejoins de ce pas Chantal Carrioz au bout de la plateforme de la Bastille. Pour parler de tourisme en Isère, de vacances, d'été, je suis avec Chantal Carrioz, vice-présidente du conseil départemental en charge du tourisme, de la montagne et des stations, et à ce titre présidente d'Isère Attractivité. Chantal, avant de parler de tout ça, est-ce que vous pouvez nous faire un petit cours de géographie, parce que là on est sur une vue panoramique vraiment unique. Unique, fantastique et singulière, puisqu'on part de ces paysages, on voit le Mont Blanc, et ensuite on voit pratiquement l'ensemble des massifs que compte l'Isère, 4 massifs. Là on a Belledonne avec Champs-Rousse, Belledonne avec ses lacs, ses alpages, mais aussi ses refuges, on aura l'occasion d'en parler. Champs-Rousse, forcément, les Jeux Olympiques, Maria Guachel-Kili. Ensuite, on a l'Oisan avec les stations internationales qui tractent l'attractivité de l'Isère à l'étranger, l'Alpe d'Huez, les 2 Alpes, et forcément, on parlera du vélo, oui, et du Tour de France. Et derrière, on a aussi les Écrins, qui est un des parcs que compte l'Isère, le parc national, le parc des Écrins. Et après, derrière l'Oisan, on s'achemine également vers le Vercors, avec bien sûr le Vercors au lieu de la Résistance. Deuxième parc naturel régional que compte l'Isère, avec la plus grande réserve naturelle de France. Et puis aussi, bien, terre natale d'Emilien Jacquelin, bien évidemment, bien sûr, terre de champion. Dont on parlera tout à l'heure. Et enfin, nous sommes ici en Chartreuse, voilà, avec, si on se tourne un peu plus, avec le Néron, la Chartreuse qui est un des massifs les plus anciens, les plus importants en termes forestiers, qui a parfaitement compris les attentes de la clientèle aujourd'hui avec la sylvothérapie, c'est le premier massif à jouer la carte de la filière bois, et c'est la première AOC bois Chartreuse de France, avec bien sûr les moines chartreux et la Chartreuse. La Chartreuse qui a joué un rôle très important pendant le confinement en mettant à disposition de l'alcool. Oui, et donc là aussi, la solidarité, un tourisme de sens, on aura l'occasion d'en parler. Et puis la Chartreuse, puisqu'on va parler aussi de sport, eh bien c'est le berceau de la première station de trail avec Red Light en tant que tel. Donc vous voyez ce panorama fantastique. Et puis au cœur, encerclé, eh bien la ville, la plaine, avec tout ce qu'elle comporte. Et en termes d'attractivité, en termes d'histoire, de culture et autres, gastronomie, puisque nous sommes pas loin aussi d'un très grand lieu de la gastronomie avec le Père Gras, je crois que c'est la 5e génération. On aura l'occasion de parler de tout cela aussi. Voilà. On vit une période un peu particulière après cet épisode du Covid qui n'est pas totalement terminé. Comment vous voyez cette saison touristique en Isère ? Alors, il faut savoir qu'on a été les premiers au niveau national à sortir des chiffres. Parce que je crois qu'avant de dire ce que l'on croit ou ce que l'on pense, il faut nommer les choses. Et pour nommer les choses, il faut les connaître et les maîtriser. Donc on a été les premiers à mesurer les impacts de la Covid-19 au niveau national. Et on peut dire qu'en 2 mois et demi, entre mi-mars et fin mai, eh bien, c'est 20% pratiquement de perte de chiffre d'affaires annuel du tourisme en Isère. C'est
c'est vraiment un choc phénoménal. Et aujourd'hui, nous avons tendu nos efforts à la sortie du confinement pour sauver l'été, sachant que la clientèle étrangère sera peu ou pas du tout au rendez-vous. Donc nous avons mis tous nos efforts, ISER Attractivité, pour faire face à cela. Et on a des départements qui ont mis le plus pratiquement de financement en termes de communication, près de 600 000 € pour travailler sur l'attractivité d'Isère et faire en sorte d'amener non seulement les Isérois et les Iséroises, 1 300 000 habitants, mais aussi, bien sûr, les Français, olympique. Puisque les Français, plus de 80%, choisissent comme destination le tourisme bleu, blanc, rouge. On le voit d'ailleurs ici, les bulles, il y a du monde. On en discutait avec la directrice. Il y a près de 1000 personnes qui, chaque jour, viennent désormais. Donc, c'est quand même déjà une belle affluence. Oui. Alors, en termes de fréquentation, ça a très mal démarré, il faut le reconnaître, en mai, en juin. Ça redémarre un peu mieux, juillet, août. On est légèrement en dessous, mais on est en train de rattraper. On sait très bien qu'il y a une certaine attentisme. Il y aura une réservation très très forte dernière minute. Voilà, ça va jouer très très fort. Et comme il y a un décalage aussi de la saison sur septembre, on mise sur le fait que, avec l'été indien, où il fera peut-être moins chaud également, qui fait que finalement, bout à bout, on va faire, j'espère, au moins l'équivalent de 2019. Alors on mesure l'importance d'avoir une agence touristique efficace avec Isère Attractivité. Quels sont justement les points forts d'attractivité de ce département ? Écoutez Laurent, je pense que ce lieu n'a pas été choisi au hasard parce qu'avec ce lieu, la Bastille, on apporte la démonstration de ce qu'est finalement l'attractivité. D'ailleurs, ce lieu a été vanté par Stendhal. Stendhal, qui est une grande figure bien sûr de l'Isère, qui est le père en quelque sorte fondateur du mot tourisme avec son livre sur Mémoire d'un touriste, parce que c'est lui qui a familiarisé ce terme-là. Et ça vient d'où ? C'est un mot anglais. Où en fait c'est la jeunesse anglaise qui venait faire sa formation en tant que telle, et sa formation c'était le tourisme, mais c'était aussi la gastronomie, c'était aussi la culture, c'était aussi l'environnement, et donc c'est ça en fait l'attractivité aujourd'hui, et on le voit dans ces lieux, c'est-à-dire qu'en Isère, quand on parle de tourisme, on parle du fait que 52% du territoire est couvert par des espaces naturels, on parle du fait que 40% du territoire est couvert par la montagne, on parle des 9000 km d'itinéraires balisés, donc on parle d'activités sportives. Été comme hiver. Été comme hiver, bien évidemment. On parle des lacs, quand on parle de Beldon, n'oublions pas des 2 stations thermales que compte l'Isère, notoirement connues dans le monde entier, Alvar, Uriage, bien évidemment. Donc l'attractivité, c'est du tourisme, certes, mais c'est aussi parler de la richesse, de la diversité qui peut apparaître à un moment donné comme une faiblesse, mais qui par contre-coup apparaît comme une force, pleine montagne que compte l'Isère, et avec cette diversité fantastique des paysages, on l'a vu ici, qui part des plaines de la Vienne, qui monte jusqu'au sommet des Écrins, et avec cette offre diversifiée, pleine montagne, mais aussi culture, gastronomie, environnement, sport et autres. Et bien-être. Et bien-être et santé, j'ai parlé des stations thermales, et la première attente de la clientèle aujourd'hui, c'est d'abord respecter l'impératif du sanitaire. Et donc là, je voudrais remercier et féliciter tous les professionnels du tourisme isérois et iséroises, parce que non seulement ils ont eu un choc, ils ont subi un choc énorme, mais ils se sont remobilisés de manière très très forte pour s'engager et respecter les règles sanitaires et dire à nos amis touristes, venez, soyez rassurés car nous respectons toutes les règles. Déjà, c'est le premier point. Et le deuxième point, comme c'est la forte demande de notre clientèle, le souhait que nous voulons, l'ambition que nous affichons, c'est de faire de l'Isère la destination bien-être santé, parce que nous avons tout pour cela, à la fois au niveau de la montagne, et il va falloir, parce que j'aime beaucoup l'économie de la preuve, c'est-à-dire il ne suffit pas de dire venez chez nous, c'est bien et c'est mieux que les autres. Encore faut-il le démontrer. Et là aussi, c'est la singularité de l'Isère, c'est que non seulement on a des massifs, mais on a aussi Grenoble avec les centres de recherche et d'université qui sont uniques dans le monde entier, et notamment des chercheurs qui travaillent sur la relation entre altitude, santé. Ils ont travaillé sur la plus grande ville
du monde dans le Pérou, et ils sont prêts à travailler avec nous pour apporter la preuve en dessous de 2000 mètres d'altitude, eh bien, il y a une relation réelle entre la santé et le bien-être. Et donc, nous allons nous appuyer là-dessus pour apporter la preuve que l'Isère, c'est la destination bien-être et santé. On va le prouver scientifiquement, cliniquement. Et le bien-être et la santé, c'est aussi le bien manger dans l'assiette, avec nos amis agriculteurs qui sont aussi les premiers acteurs du tourisme, et puis avec toute la culture, avec tout ce que ça peut comporter le bien-être et la santé, non seulement au niveau de l'assiette, mais aussi du sport santé qu'on peut pratiquer sous toutes ces formes en Isère. Alors, l'Isère est aussi une terre de vélo. Oui. On devrait là être en train de préparer l'arrivée du Tour de France, prévu le 14 juillet. Qui devait être en fanfare dans le département le 14 juillet. Malheureusement, le Covid est passé par là. C'est reculé pour mieux sauter, puisque le Tour fera étape pendant 3 jours en Isère du 14 au 16 septembre. Vous êtes déçu que ça ne soit pas ce feu d'artifice du 14 juillet, ou finalement la frustration est gommée maintenant par le fait que voilà, on est encore dans l'attente de cet heureux événement? Moi, je n'ai pas pour habitude de regarder derrière. Même si c'est intéressant de tirer d'enseignements du passé, moi je regarde toujours devant. Et le fait qu'on puisse rebondir et dire que finalement pour la première fois de son histoire, le Tour de France se maintient et accepte de se maintenir en septembre, et que ça se passe justement en Isère, vous avez cité les dates, eh bien on ne peut qu'en être fier et enthousiaste. Et en plus, ça correspond à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a un décalage de la saison d'été sur la saison, donc sur l'été indien. Et donc le fait que le Tour de France vient, c'est en quelque sorte aussi un feu d'artifice, si vous voulez, de la fin de la saison, en quelque sorte, et ça vient corroborer notre ambition de faire de l'Isère une terre de vélo en tant que telle. Qu'est-ce que le département a préparé pour accueillir ce tour pendant 3 jours? Il y aura une journée de repos à Grenoble. Qu'est-ce que vous allez faire pour accompagner on s'y prépare. Le 14 juillet, il y aura quand même quelque chose qui vous sera dévoilé très prochainement avec Christian Prudhomme qui nous fait l'honneur de sa présence avec toute son équipe le 14 juillet. Donc, il fait le Tour de France en Isère, en miniature, on va dire. Et également, nous allons préparer, comme on avait prévu, une fête avant l'arrivée du Tour à Visil, comme on l'avait proposé, avec donc les manifestations, des animations, des dégustations, des démonstrations autour du vélo, comme on sait très bien faire. Et puis, bien sûr, avec, je l'espère, s'appuyer sur l'image de Terre de Champions, avec la présence d'un sportif de haut niveau, notamment Émilien Jacquelin et autres par leur présence. Qui est un cycliste averti. Avant le Tour, il y aura le Critérium du Dauphiné, qui lui aussi est en miniature, mais qui fera quand même étape en Isère. Et à Coran, voilà. Et donc, c'est une répétition générale? On peut dire pour les sportifs, oui, parce qu'ils seront tous là. Hein, donc ils vont exercer leur mollet et leur endurance pendant cette période, donc fin août. Donc là aussi, ça permet aussi quelque part, puisque la plupart malheureusement des événements sont annulés. Donc c'est une grande manifestation qui en fait un peu le pitch annonciateur du Tour de France qui arrive les jours suivants. Et donc à la fois c'est une répétition pour les sportifs qui vont participer au Tour de France, à la fois c'est une communication qui va annoncer en avant-coureur le Tour de France, et à la fois ça parachève aussi quelque peu l'été qui se fait sans événement majeur. On va rester dans le vélo, mais on va aller du côté des amateurs et on va aller rejoindre Julien Rebuffet, qui est le directeur des moniteurs cyclistes français, qui va nous parler justement de cette pratique amateur et du boom du vélo en ce moment après le Covid. Changement de décor dans les méandres du fort de la Bastille. Nous nous retrouvons sur la terrasse des géologues avec Julien Rebuffet pour parler du vélo amateur. Julien, que représente cette pratique en Isère?
Alors le vélo en Isère, c'est vraiment une terre de cyclisme, et une terre de cyclisme où on peut décliner le vélo sous toutes ses formes, de la mobilité en passant par le vélo tourisme, le VTT sur neige l'hiver et même le VTT en station avec l'enduro, l'ADH et bien sûr le vélo électrique et le VTT électrique qui rencontrent un grand engouement depuis quelques années. Est-ce que vous avez remarqué depuis la fin de l'épisode Covid qu'il y a un engouement particulier pour le deux roues, pour le vélo? Est-ce que vous avez des chiffres de fréquentation de vos circuits ou des pistes cyclables? Alors effectivement, il y a eu à la sortie du confinement une ruée sur le vélo à travers effectivement une pratique. Les gens ont ressorti les vélos. On ne trouve plus de vélos en magasin à acheter. Donc les vélos, on n'en trouve plus. Les vélos électriques, c'est pareil, les stocks sont vides. La réparation, les mécaniciens cycles, pareil, il y a quasiment des délais jusqu'en septembre maintenant pour faire réparer son vélo. Parce qu'il y a aussi un dispositif national qui s'appelle le coup de pouce vélo avec un chèque cadeau offert. 50 euros pour faire réparer remettre en état son vieux vélo ou prendre un cours avec un moniteur, un cours de remise en selle pour les gens qui ne sont pas hyper à l'aise ou qui ont acheté un vélo électrique et qui sentent qu'ils ont quand même besoin d'être mis en confiance et de revoir certaines choses. Il y a un an, Christian Prudhomme était ici dans ce département. Il inaugurait la voie verte en Oisans. Est-ce que c'est important d'avoir des infrastructures sécurisées pour la pratique du vélo? Alors effectivement, le vélo, la cohabitation avec les voitures, c'est pas pour tout le monde, c'est pas super sympa. Et donc que ce soit pour la mobilité avec le réseau de pistes cyclables ou même pour le tourisme à vélo avec des voies vertes comme vous parlez ou tout simplement la Via Rona qui est aussi dans le Vercors, c'est des itinéraires qui sont vraiment idéaux pour faire du tourisme à vélo, se balader en famille sur des sites propres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voiture, on est juste peinard, tranquille et on peut se concentrer sur le paysage sans stress. Vous nous avez dit que vous avez travaillé avec le département pour développer des boucles qu'on peut faire en famille. De quoi il s'agit? Alors effectivement, les voies vertes, souvent c'est intéressant pour faire de l'itinérance, mais à côté de ça, le département qui est vraiment à la pointe sur le développement du vélo à assistance électrique, qui l'accompagne énormément, a souhaité concevoir 13 boucles vraiment à vélo électrique avec un public familial. L'objectif, c'est vraiment pouvoir aller se balader le dimanche en famille avec le vélo, les enfants, la remorque. Et donc ces 13 boucles, on les a effectivement conçues, testées. Et maintenant, elles sont sur Internet, sur les applications, sur Isère Outdoor, sur Internet ou sur un topo guide qui est disponible dans les offices du tourisme aussi. Et donc, c'est vraiment fait. Il y en a partout sur le département. C'est pas que Grenoble. Il y en a vraiment une répartition assez homogène. Et donc, j'invite vraiment les gens à aller le tester parce qu'ils vont passer un vrai bon moment de vélo avec toujours une petite dimension touristique, mais surtout une boucle qui est vraiment faite pour eux. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Si vous aviez un itinéraire à conseiller à nos cyclistes qui nous regardent, quel est votre itinéraire de prédilection? C'est une question très très dure. Je dirais que pour les sportifs, le vélo de route, c'est l'Alpe d'Huez. Il faut au moins le faire une fois dans sa vie. Pour le VTT, l'Oisan, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et après, pour se balader, je dirais que l'ensemble du département, les voies vertes et les boucles cyclables, allez-y parce que c'est quand même des endroits où on est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de voitures et où on va retrouver, je dirais, les parcours qui sont ni trop durs, ni trop longs et adaptés aussi bien aux enfants qu'aux familles. Donc j'ai envie de dire, commençons par les 13 boucles cyclables. Bon, on va essayer alors. Je vous remercie Julien. Merci. Alors on descend de notre vélo avec Julien Rebuffet, on revient avec Chantal sur la plateforme de la Bastille pour évoquer le versant station de l'Isère. Les stations, Chantal, c'est le moteur d'Isère Attractivité? Oui, d'ailleurs on parle de Alpe Isère. Vous savez, lorsque je suis arrivée en fonction... C'est la signature. Et lorsque nous sommes arrivés en fonction, nous avons fait une étude pour mesurer la notoriété destination Isère. Et qu'est-ce qui tractait la notoriété? Eh bien, c'était les stations internationales de l'Isère. Et, je l'ai dit tout à l'heure, 40% du territoire couvert par la montagne. Donc, il faut prendre acte de ce principe de notoriété. Plus, il fallait aussi faire un appel par rapport à la clientèle étrangère. Et donc, comme les Savoies ont confisqué le Mont Blanc, eh bien, nous sommes appropriés les Alpes. Et donc, nous avons accolé le mot Alpes à Isère, avec ce jeu de mots Alpes-Isère. Et là aussi, je voudrais remercier tous les acteurs, y compris de Plaine, de cette rangée derrière cette bannière, parce qu'ils ont compris qu'on jouait unité, union, solidarité en termes de notoriété. Donc, la montagne, effectivement, en termes de notoriété est le moteur, mais aussi en termes de chiffre d'affaires, puisque le tourisme en Isère, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'été... Justement, quelle est la part de l'été? On parle souvent du tourisme 4 saisons. C'est 41%.
41%. Mais avec une progression. Et dans cette progression, la montagne progresse lentement, mais sûrement, parce que vous savez qu'il y a une concurrence avec le littoral, et la montagne fait une progression très forte. Pourquoi ? J'ai toujours pensé que l'avenir appartenait à la montagne, parce qu'avec le réchauffement climatique, eh bien forcément, la fraîcheur, on la cherche où ? En altitude. Et on va mieux dormir à 1000 mètres, 1500 mètres l'été que... Donc, si vous voulez, la montagne, si elle fait les bons choix, c'est-à-dire si elle sait respecter son environnement, si elle sait préserver son authenticité et son économie rurale, pastorale, eh bien, elle a l'avenir devant elle. Et donc, dans les chiffres, 41%, c'est l'été en matière touristique, en poids en termes touristique. De nuitées, ça représente combien ? Alors, c'est 9 millions de nuitées ce qui fait en pourcentage par rapport à... Ça fait à peu près 48%. Donc on est presque à 50-50. Voilà, c'est ça, on est pratiquement. Et il faut savoir que 67% des nuitées se trouvent des hébergements se trouvent donc en montagne. Donc en termes de notoriété et en termes de poids économique, la montagne joue un rôle réel. D'ailleurs, vous savez, quand on a mesuré les chiffres en mars, on a fait entre mars et fin mai, eh bien, les 15 derniers jours de mars, en termes de perte de chiffre d'affaires, eh bien, c'était équivalent à un mois entier du mois de mai. Pourquoi 15 mars et fin mars pèsent aussi lourd qu'un mois entier ? Tout simplement parce qu'on a arrêté les stations. Donc là, c'est QFD. Voilà. Donc, et la montagne, avec le réchauffement climatique, c'est la destination privilégiée en temps de canicule. Et puis la montagne iséroise. C'est la diversité des pratiques d'outdoor. Qu'est-ce qu'on peut y faire dans ces montagnes ? Eh bien alors, on peut tout faire. Tout faire, y compris bronzer sur la plage, parce qu'il y a des magnifiques lacs en montagne. Et on a mis en place une application Isère Outdoor, où vous avez toutes les applications d'activités outdoor de l'Isère, y compris en montagne. Et puis aussi, vous savez, au sortir de la crise, on parle beaucoup d'accessibilité. La montagne iséroise est accessible, premièrement, mais également, quand pas d'accessibilité, c'est l'accessibilité des prix. Des tarifs. Donc là, la montagne est complètement abordable en termes de transport, mais aussi en termes de tarifs. Et enfin, la diversité, vous en avez pour tous les goûts, y compris tout ce qui concerne dans l'assiette, parce qu'encore une fois, on est en France, ne l'oublions pas, et la montagne a su préserver ses circuits courts, ses produits locaux qui nous régalent. Et enfin, je pense que la montagne, c'est aussi se réinventer en termes d'hébergement. Il y a beaucoup d'hébergements insolites qui se mettent en place. Des refuges. Alors on a mis en place un revue qui recense les 30 refuges en Isère qu'on a voulu soutenir, parce que c'est une expérience unique aller en refuge. Ça se mérite d'aller en refuge. Vous allez. C'est presque du luxe. C'est un des derniers luxes qui nous reste de pouvoir. Oui, du luxe accessible. C'est-à-dire accessible, abordable et qu'on peut partager, parce que à la fois, vous allez payer de votre personne, parce que c'est ce qu'il faut. Il faut faire une activité physique avec les différents dégradés de la montagne, la forêt, les alpages. Vous arrivez au refuge, hop, vous avez un point de vue qui se dégage, qui est extraordinaire. Et puis, vous avez la fameuse tarte myrtille qui vous attend avec d'autres régalades que savent nous offrir les gardiens de refuge. Donc, la montagne, c'est tout ça. C'est cette ambiance de montagne. À la fois, vous avez le tourisme à la ferme. À la fois, vous avez les hébergements de type refuge. À la fois, vous avez des activités de toutes sortes. Et puis, vous avez aussi les prix au rendez-vous. Et surtout, la bienveillance et l'accueil des montagnards, comme chacun le sait. On va rester en montagne et on va partir à la rencontre d'Émilien Jacquelin, que vous connaissez bien, sur un endroit que vous connaissez bien, le plateau du Vercors. Nous sommes allés avec Baptiste Bertrand pour voir la préparation du champion du monde de poursuite. Émilien, on est ici dans votre jardin, vous êtes en mode pause, mais vous êtes en pleine préparation estivale. Où en êtes-vous justement de cette préparation ? Ouais, c'est ça, on a repris l'entraînement maintenant depuis plus de 2 mois, depuis le 1er mai, où c'est la reprise officielle de notre préparation. Et on vient de terminer un stage assez conséquent sur Font-Romeu, donc dans les Pyrénées-Orientales. Et voilà, une petite semaine de récupération et c'est reparti pour préparer l'hiver. Justement, ce stage de Font-Romeu, on en parle toujours comme d'un
d'un Everest, c'est une sacrée bavante. Ça consiste en quoi? Alors en fait, ça consiste à un stage conséquent en termes de volume horaire, c'est-à-dire qu'on va faire un stage avec plus de 25 heures d'entraînement par semaine. Et le plus compliqué finalement reste l'altitude, c'est-à-dire qu'on va dormir moins bien à cause de l'altitude. On est à combien? On est à plus de 1800 mètres d'altitude, donc c'est l'altitude à laquelle on dort, et on s'entraîne à plus de 2000 mètres. Donc c'est éprouvant pour les organismes, et c'est ce qui en fait le stage le plus conséquent et le plus dur pour nous. Et voilà, on est très content en tout cas quand il vient de se terminer ce stage. La nouveauté de cette préparation, c'est que c'est la première préparation sans Martin Fourcade. En plus, vous étiez à fond romain un petit peu sur ces terres. Ça se passe comment dans le groupe? Bah écoutez, dans le groupe, ça se passe très bien. Je pense qu'on a un groupe avec encore une belle densité, même sans Martin, et ça nous permet de tous se tirer vers le haut. Chacun a des objectifs très élevés, donc voilà, à chaque entraînement, on se surpasse pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et pour ma part, la reprise a été un peu plus compliquée parce que Martin, ça restait un très bon repère pour moi. Ça me permettait aussi d'avoir un peu plus de confiance sur mon entraînement ici sur Villard-de-Lans lorsque je m'entraînais sans l'équipe et les entraîneurs. Et voilà, c'était quelque chose de nouveau, mais pour l'instant, finalement, tout revient dans l'ordre et je suis satisfait de ma préparation jusque-là. Vous évoquiez la période du Covid, de cette épidémie qui a bouleversé la vie de tous les Français, qui a des conséquences économiques. Mais là, vous venez d'officialiser un nouveau partenaire pour vous, la société GreenWiz, qui est spécialisée dans les produits bio en ligne. Ça fait du bien au moral de voir qu'il y a quand même des acteurs économiques qui continuent à s'impliquer dans le biathlon? Bien sûr, c'est ça, ça fait du bien de voir qu'il y a des acteurs économiques qui sont encore en bonne santé en France, surtout que c'est des entreprises françaises. Du coup, GreenWiz qui est basé sur Saint-Joriot à côté d'Annecy. Et voilà, pour ma part, ce qui est du bio, ça me touche directement parce que c'est vrai que j'ai tendance à consommer bio depuis pas mal d'années. Je pense que quand on parle d'un esprit sain dans un corps sain, pour un sportif, c'est primordial et donc ça correspond bien avec mes valeurs. Et oui, encore une fois, que GreenWiz s'intéresse au biathlon, c'est chouette. Je pense que c'est des valeurs qui sont assez proches et voilà, en tout cas très content de représenter GreenWiz pour les 2 prochaines années. Ça sera un sponsor sur la carabine, sur le bandeau? Alors ce sera sur le bandeau, sur l'espace frontal, donc vous pourrez le voir tout au long de l'hiver. D'accord. Facilement. Justement, cet hiver, quelles sont vos ambitions? Vous êtes champion du monde en titre de la poursuite, vous avez gagné le petit globe de la poursuite, c'est déjà très bien, mais vous pouvez encore faire mieux? Oui, alors je pense que je peux faire mieux. En tout cas, j'ai beaucoup d'axes sur lesquels je peux m'améliorer pour continuer de progresser. Je pense que je suis encore en pleine progression. Je ne suis pas encore à mon top niveau, même si il ne faut pas se le cacher. L'objectif, c'est les Jeux Olympiques dans 2 ans. Je pense que cette année peut me servir de tremplin pour encore progresser sur un classement général. Donc déjà 5e cette année, c'était très bien. Mais je pense que viser le podium du classement général est un objectif à ma portée. Et voilà, le but, je n'ai pas envie de voir cette année comme une année de transition non plus, mais je pense qu'elle peut m'amener en tout cas à viser plus loin et plus haut pour les prochaines années. Je sais que ce n'est pas d'actualité, mais si vous aviez des vacances à passer, quelle destination vous conseilleriez ? Alors moi, ce serait déjà en France. Je pense qu'on a de la chance d'avoir un beau territoire tellement différent de part et d'autre du pays. Et pour ma part, ce serait bien sûr le plateau du Vercors où on est en ce moment, sur Corançon. C'est super parce que lorsqu'il fait très chaud, c'est vrai qu'on est un petit peu en altitude à 1000 mètres. Donc ça nous permet d'avoir un peu plus de fraîcheur. Et puis voilà, pour ceux qui adorent la randonnée, le vélo ou bien ceux qui veulent s'essayer au ski roue, c'est possible ici. Donc ça en fait un cadre idéal pour des vacances sportives en tout cas. Merci Emilien, vous êtes un bel ambassadeur et on vous souhaite une bonne fin de préparation et un bel été. Martin Fourcade a pris sa retraite, mais avec Emilien Jacquelin, nous avons un successeur plein d'ambition. C'est important d'avoir des ambassadeurs aussi forts dans leur discipline pour un département comme l'Isère. C'est notre porte-drapeau, clairement, à la fois au niveau sportif, au niveau de la jeunesse, mais aussi au niveau environnemental. Au niveau sportif, on connaît les performances d'Emilien. Au niveau de la jeunesse, il marche sur les pas de ses aînés. Et au niveau du tourisme et de l'environnement, on connaît tous le goût d'Emilien pour le vélo. Et donc là aussi, ce qui est important, parce qu'on parlait tout à l'heure du Tour de France, un des éléments importants du Tour de France, c'est de démontrer aussi que les stations peuvent faire marcher leur remontée mécanique pratiquement toute l'année avec donc leur remontée mécanique, avec les VTT et le vélo assistance électrique dont l'Isère veut devenir leader et qui fait que Emilien est représentatif de tout ça. Donc on a une chance extraordinaire, le sport, la jeunesse, l'environnement et la diversification en montagne.
Et le bien-être? Alors bien-être santé, là aussi on voit que, on sait que de manière intuitive que en altitude, il y a une relation altitude et santé. Le climatisme s'est développé dans les années 20, dans les années 30, que ce soit en Chartreuse, que ce soit dans le Vercors. Tout ça a périclité avec toute l'économie des maisons d'enfants et autres. Eh bien, grâce aux chercheurs que nous avons la chance d'avoir de manière unique en France à Grenoble, on va apporter à démonstration que la relation est réelle et du coup ça va ressusciter, réinventer le climatisme, ça va permettre aux stations de moins de 2000 mètres d'altitude qui vont souffrir du manque d'enneigement, eh bien d'avoir un levier supplémentaire et surtout, eh bien on sait que 40% des Français ne partent toujours pas en vacances, eh bien si on arrive à ressusciter les colonies de vacances et autres, eh bien permettre à travers leurs enfants, aux Français et aux Zéroises, eh bien de découvrir la montagne et puis eh bien profiter des bienfaits de la montagne. Je vous remercie. Avec plaisir. On va rester Bonne dans saison à tout le l'univers monde. du biathlon et du sport et on va parler de Martin Fourcade et du dernier numéro de Ski Chrono avec Emmanuel Bunos, journaliste de la rédaction, un numéro 100% Fourcade. On reste dans l'univers du biathlon avec le dernier numéro de Ski Chrono, un numéro 100% Martin Fourcade, numéro auquel vous avez participé, Emmanuel Bunos, journaliste de la rédaction de Ski Chrono. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce numéro collector? Voilà, c'est marqué dessus, hein. 100%, on sait tout. Du début à la fin, on apprend des choses quand même, ce qui était quand même le but. Notamment, vous avez appris des choses en le faisant? On a appris des choses. Alors sur sa carrière, au fil de sa carrière, il a tellement tout gagné que finalement, on a appris, on a retrouvé des chiffres, on a retrouvé des images de toute sa carrière. Bon, c'est vrai qu'il a tellement gagné et il a regagné. Et après, ce qui est assez fort dans une partie du magazine, c'est la vision qu'ont les gens, et notamment ses proches, qui l'ont côtoyé tout au long de sa carrière sur Martin Fourcade. Alors le champion, tout le monde le connaît, le champion qui gagne tous les dimanches, tout le monde le connaît. Là, on a appris un peu plus sur l'homme. Et des gens qui ont volontiers pris la plume, ce qui n'est pas toujours évident. Ils ont accepté de faire un petit texte pour nous, juste pour nous. On pense il y a notamment même sa maman Gisèle qui a écrit quelques lignes qui sont assez fortes. C'est très pudique, hein. Ouais. Elle parle évidemment de Martin, évidemment de ses trois fils qui ont tous fait du biathlon, qui en font encore. Il y a cette relation-là très forte. C'est un tout petit, c'est le plus petit témoignage. C'est le plus petit mais témoignage. C'est un des plus forts. C'est un des plus forts. Après, on a aussi la famille Loïs Habert et Marie Dorin qui, eux, aiment bien l'exercice de l'écriture. Et ils ont fait un texte original juste pour Ski Chrono. Et j'ai envie de dire juste pour Martin. Qui est bien plus qu'un ex-coéquipier, qui est vraiment un ami, un intime. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Quelle a été exactement la participation de Martin Fourcade dans ce magazine ? Alors, on va partir déjà de la confidence. Tout ça part d'une discussion de machine à café en plein cœur de l'hiver. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire à ce numéro d'été ? Il n'est pas question de Covid, il n'est pas question de tout ça. Et on se dit, et si Martin, il gagne le Globe, on va faire un spécial Martin Fourcade. Banco, il gagne pas le Globe, mais on fait quand même du Martin Fourcade. Et si Martin arrête sa carrière, on fait du Martin. Parce qu'il y avait encore cet inconnu. Et donc après, tout de suite, on lui a soumis le Alors à la Martin Fourcade, il a été emballé à sa façon. Il nous a tout de suite dit une forme de fierté. Il était honoré qu'on pense à lui pour faire ça. Tout simplement, sa participation, ça a été à l'époque où il faisait sa tournée médiatique, une longue visioconférence. On a passé une après-midi avec Martin Fourcade. Alors on était derrière, nous il y avait nos enfants et lui il avait ses enfants aussi dans le jardin. Et il nous a tout raconté. On l'a eu une seule fois. Et après, on lui a soumis quelques articles, mais une fois qu'ils étaient terminés, parce qu'on sait que c'est quelqu'un d'assez précis, d'assez pointilleux, notamment tout ce qui touche le business. On l'apprend aussi dans le magazine. Et puis on lui a sur les chiffres aussi, il ne faut pas lui enlever une victoire ou un titre. Là-dessus, il est assez pointilleux. Hein. Est-ce qu'il évoque sa succession, puisqu'on parle souvent de Quentin Fillon-Maillet, d'Émilien Jacquelin ? Oui, alors nous on lui a présenté, c'est le propos de l'article, le successeur et l'héritier. Donc on a mis en avant évidemment Émilien Jacquelin, son compagnon d'entraînement, son voisin dans le Vercors, qui est champion du monde de la poursuite. Après, on a pensé évidemment à Quentin Fillon-Maillet, qui est numéro 3 mondial ces 2 derniers hivers, donc c'est l'héritier naturel. Lui, il a mis en avant les deux, mais il a surtout insisté sur le collectif.
il est tellement fier d'avoir amené cette équipe de France au plus haut qu'il a voulu garder cette notion de collectif et cette densité qui fait la force de l'équipe de France, clairement. On va profiter de l'été pour se plonger dans ce 100% Martin Fourcade et c'est un bon conseil de lecture. Et pour boucler cette émission Esprit Montagne spéciale Isère, nous vous présentons le dernier bébé des éditions Dauphiné-Biré, le magazine Outlines sur le versant outdoor de la montagne. C'est un magazine qui prône la pluriactivité, la multi-activité, été comme hiver, sur tous les territoires. C'est un compagnon important qui vous donnera les clés pour découvrir les nouvelles pratiques outdoor en vogue. Nous vous souhaitons, avec toute l'équipe d'Esprit Montagne, un bel été. Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne.